séance inhabituelle parce qu'elle est en présentiel et en distanciel, comme on dit. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Jakob Bust qui va présenter euh, le conférencier et la conférence. Merci. Bon, puisque, donc, je me permets de dire un tout petit mot sur Régis Messire pour introduire sa présentation. Régis Messire est donc un sémioticien et sémanticien. Il enseigne à l'université de Toulouse. La notion d'énaction est une notion qu'il travaille depuis plusieurs années, qu'il occupe depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, parce qu'on m'a dit que je pouvais faire le lien, il se trouve que Régis Messire sera le premier coordinateur du premier numéro d'une nouvelle revue aux éditions Classé Garnier, une revue, je ne sais pas trop qui regarder, c'est ça qui est difficile quand on est en présentiel ou en distanciel, d'une nouvelle revue donc qui s'intitule Cahier de sémiotique des cultures aux éditions Classiques Garnier. La directrice de la revue est ici présente à distance, c'est Astrid Guillaume de Sorbonne Université. J'en suis donc la directrice éditoriale et la rédactrice en chef. Et je suis très heureuse donc d'avoir pour premier numéro un numéro sur l'énaction qui sera coordonné à la fois par Régis Messire et par deux éthologues animaliers. Donc, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc Marilyn Maublanc et Jean-François Gérard. Et bien sûr, et une didacticienne des sciences, Sereine Frapper. Sereine Frapper. Voilà, ils seront donc quatre à coordonner ce numéro sur l'énaction, qui sera un numéro donc pluridisciplinaire. Et je me réjouis vraiment de la publication prochaine, donc vraisemblablement en juin prochain, de ce premier numéro des cahiers de sémiotique des cultures. Et simplement, de manière un peu apéritive, je peux vous donner le début de ce programme éditorial qui suivra. Il y aura donc deux numéros sur Cassirer avec une équipe internationale, notamment dirigée par Berman, donc, qui est le- un collègue norvégien, et Jean Lassegue, ici présent. Euh, donc un numéro sur Cassirer, deux numéros sur Cassirer à l'occasion du centième anniversaire de la publication du premier tome de la philosophie des formes symboliques. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup et que c'était vraiment l'occasion de faire entendre les chercheurs qui travaillent sur Cassirer aujourd'hui. Il y aura un numéro sur la ponctuation et les formes sens. Il y aura un numéro qui sera dirigé donc par Michel Favrio. Un numéro ensuite sur Saussure et l'Orient dirigé par Giuseppe Dottavi. Un numéro sur l'anthropologie sémiotique. Je te le réannonce, Jean, dirigé par Jean Lassegue, ici présent, un autre sur l'actualité de Schleiermacher, et puis et d'autres suivront. Voilà, c'est une revue qui sera biannuelle, donc semestrielle, donc deux numéros par an. Très content d'annoncer la naissance de cette revue et Charlotte de parler. Et je te laisse la parole. Merci, Régis. Alors, comment tu partages? Tu vas là, tu vas là. Non, non, tu le fais en grand. Voilà. Cette gêne, ça, je pense. Moi, je vais déplacer. Ok. C'est parti. Je vais là. Merci.
Merci bien ta présentation. Merci One, two, aux organisateurs ce séminaire de m'avoir invité. one, two. Euh, donc, je redis ce que j'en dis. Si vous pouviez fermer les micros. Cut the mics. Il y a des micros ici. Donc, merci aux organisateurs du séminaire Reconstruction d'abord de m'avoir invité à intervenir et puis d'avoir rendu possible de nous retrouver une quinzaine, une vingtaine autour de cette table, vous ne voyez pas, et on est presque aussi nombreux qu'à distance. Et donc, ça me fait très plaisir moi, d'être parmi vous en présentiel à distance. Et merci aussi d'être venu et d'avoir affronté la froidure, parce qu'à Paris, aujourd'hui, il neigeait, en venant du sud-ouest, qui a été un peu saisi tout à l'heure à la sortie à la descente du train. Voilà, et donc merci aussi à l'EHESS et à Jean Lassec d'avoir rendu possible l'organisation physique de ce séminaire ici. Voilà. Donc, voilà alors, le séminaire Reconstruction est un atelier de lecture qui jusqu'à présent était consacré à des auteurs. Ça sera un peu particulier aujourd'hui puisque je ne vais pas spécialement me concentrer sur un auteur, mais sur des notions. Alors, c'est le titre, langage et inaction, et plus précisément les aspects sémiotiques liés à ces enfin à cette perspective, celle de l'inaction, et à cet objet, le langage. Mais j'ai quand même essayé, vous verrez dans dans le document que je projetterai, de fournir beaucoup de citations, en sorte que ce document, qui est bien sûr partageable, voilà, vous offre après le séminaire l'occasion de venir euh, fréquenter les textes et les références. C'est un article qui est d'ailleurs qui est rédigé, qui est en cours, que j'ai dû désarticuler pour la présentation d'aujourd'hui. C'est pas le plus simple. Donc, je, voilà, j'ai peut-être que partout, je serai amené à lire quelques passages. Alors, bon, alors, je vais commencer. Ah, Non, j'essaie avec la flèche qui est ici. bizarre. Ah, ben, je fais glisser comme ça marche. Oui, alors on pourrait commencer. Ce schéma a été proposé par Francisco Varela dans plusieurs de ses ouvrages. On trouve dans l'invitation aux sciences cognitives, également dans l'inscription corporelle de l'esprit. Et c'est un peu un horizon de rétrospection qu'il a proposé, et puis une périodisation. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait, pour situer dans sa périodisation, il proposait de considérer trois moments dans les sciences cognitives. Ce qu'il appelait le cognitivisme, c'est au centre du schéma, les années 50, puisqu'il a appelé l'émergence et enfin l'inaction. Et en fait, on voit que le schéma est de la fin des années 80, début des années 90, il y a peu de linguistes qui apparaissent sur le schéma. Donc vous avez l'un des rayons linguistiques. On voit apparaître pour la période cognitivisme Chomsky, et pour la période entre l'émergence et l'inaction, Lakoff et Johnson. Ce sont les deux seuls linguistes, Lakoff et Johnson, qui apparaissent. Et donc, de fait, au moment où Francisco Varela avec Umberto Maturana ont élaboré leur proposition, et notamment donc, cette notion d'inaction, la linguistique n'était pas spécialement une discipline dans laquelle ils ont puisé spécialement. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 30 ans, on voit que les propositions de Varela ont beaucoup inspiré de travaux en linguistique, euh, et dont certains dont je parlerai un peu dans cette présentation. Alors, pour définir d'abord de manière très synthétique, enfin, on pourrait dire que bon, la perspective inactive renvoie dos à dos le point de vue réaliste qui poserait qu'il y aurait un monde externe préformaté que le système cognitif devrait traiter et reconstituer.
et idéalisme solipsis, pour lequel il y aurait une catégorialité interne qui serait projetée sur ce monde. Dans la perspective de l'énaction, l'essentiel consiste dans le couplage co-constituant entre système perceptif et extériorité. Couplage co-constituant, ça veut dire qu'il y a co-émergence des deux. Alors, Yves-Marie Visetti et Victor Rosenthal, en 2006, remarquaient dans un article que la relative indétermination que Varela avait laissée autour du terme d'énaction, qui expliquait pour eux sans doute le fait que parmi les héritiers, les personnes qui ont repris cette idée, il y a aujourd'hui des oppositions et des lectures assez différentes. Voilà ce qu'ils écrivaient. Il est possible que partisans comme détracteurs s'affrontent aujourd'hui à propos de thèses que Varela n'aurait pas faites siennes, d'autant plus que lui-même ne s'est guère préoccupé de fixer l'acception du terme au-delà de ce qui en était dit dans l'inscription corporelle de l'esprit et connaître les sciences cognitives. Alors, il y a quand même, on va voir, j'essaie de retrouver un petit peu des passages de textes dans lesquels des définitions, des éléments définitionnels étaient proposés, mais on peut déjà présenter, au fond, quelques thèmes scientifiques caractéristiques de l'approche inactive, qui sont les thèmes émergentistes, non représentationnalistes, praxéologiques, sans théorie de l'action, corporelle, pour l'importance qui est donnée à la corporéité, située et interactionnelle. Alors évidemment, on peut les regrouper différemment, enfin, tous sont liés. Le premier, le thème émergentiste, je vous ai, parmi les définitions que Varela a proposées de l'émergence, pardon, de l'énaction, vous en avez une qui est dans un article qui a été repris dans le Cercle Créateur en 2017, et un dans sa préface à l'édition française de la connaissance coécrit avec Maturana, et dans lesquels il souligne que c'est effectivement cette idée d'émergence, de faire émerger une réalité qu'il souhaitait reprendre avec l'idée d'énaction, du verbe to enact en anglais. Et donc ceci en opposition avec les vues plus classiques du cognitivisme ou du connexionnisme, pour lesquels la signification est donnée et à capturer ou à extraire. Pour la question du non-représentationnalisme, la notion de représentation, au moins de représentation comme image interne d'une extériorité, est congédiée. C'est la métaphore de l'esprit miroir qui est repoussée. Et donc, dans cette perspective, la cognition, loin d'être la représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint, le couplage co-constituant d'un esprit et d'un monde à partir de l'histoire. C'est important en termes d'histoire aussi, des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde. Pour ce qui est de l'action, avec le thème non représentationnaliste, voire anti-représentationnaliste, vient l'idée de climat de l'action sur la représentation. Et vous avez encore là extrait de l'Arbre de la connaissance, deux citations, pardon, M et V, c'est donc pour Maturana et Varela, deux passages qui illustrent ce primat de l'action. Toute connaissance est action en tant que corrélation entre senseur et effecteur dans le domaine du couplage structural. Je reviendrai un peu plus tard sur la notion de couplage structural au sein duquel le système nerveux existe, ou encore si nous réfléchissons un moment aux critères que nous utilisons pour décider si quelqu'un a ou non une connaissance, nous voyons que ce que nous recherchons est avant tout une action efficace. Le thème de la corporéité est évidemment lié au thème praxéologique et de l'action, à travers la notion de boucle sensorimotrice. Je voudrais simplement, c'est une chose un peu connue, simplement souligner ici, c'est la deuxième citation, que on entend assez récemment et assez régulièrement, on peut lire des textes dans lesquels on a l'impression que la perspective inactive se réduit finalement à l'approche de la corporéité, que prendre en compte le corps, la sensorimotricité, l'émergence des schèmes sensorimoteurs, ce serait de l'inaction. Or, c'est un aspect absolument central. C'est un des Varela
avait été bien sûr lecteur de Piaget, c'est un thème très, très important. Mais il est important de souligner qu'il ne suffit pas d'avoir une approche faisant droit à la problématique corporelle pour avoir une approche énactive. Et là, c'est une citation de Pierre Steiner dans un article de 2011 dans lequel il s'efforçait de rapprocher, de comparer le pragmatisme américain et l'énactivisme. Et il souligne que les travaux de Maturana et Varela de l'énaction est fondamentalement pas seulement donc, corporel, mais non représentationnaliste. C'est important parce que vous voyez, dans le petit schéma de l'horizon de rétrospection varélien qui avait présenté sur la première diapositive, les approches de Lakoff et Johnson sont quand même des approches représentationnelles. C'est ce que Guignard a appelé un représentationnalisme à ancrage corporel, mais elles sont représentationnelles. Donc, l'énaction, c'est pas simplement le non-représentationnalisme, c'est le corps, c'est également la non-représentation, et on va le voir, l'interaction. Alors, bon, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que, du coup, qu'est-ce que serait une linguistique énactive? Ce serait une linguistique qui ferait plein droit à ces thèmes de l'émergence, de la corporéité, de la praxéologie, de l'interaction. Et en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est que les auteurs qui ont repris et qui se sont inspirés des travaux de Varela ont diversement emprunté à ces thèmes et ont pondéré leurs propositions de façon différente. Je pense que dans la tradition linguistique française, sans doute, ce qui se rapprocherait le plus d'un idéal type d'une linguistique inactive qui, qui manifesterait ces différents thèmes scientifiques serait peut-être les propositions que Didier Bottineau avait fait depuis une vingtaine d'années en ce sens. Didier Bottineau, qui nous a quittés en août dernier. Voilà. Et je reparlerai bien sûr de ces travaux que j'ai beaucoup lu dans la préparation de cette intervention. Alors, en fait, le titre initial bon, ça c'était un peu c'est d'introduire le sujet. Le titre initial, donc langage et action, le titre initial de l'intervention était aspect sémiotique du languaging dans le paradigme de l'énaction. En fait, il y a une notion qui on peut retracer au moins jusqu'à un article de 78 de Maturana, où il introduit cette notion de languaging. Et elle est intéressante parce qu'elle permet d'abord d'attraper un peu une problématique qui est très vaste en focalisant la perspective. Et donc, c'est par cette notion de languaging. Alors, il n'y a pas vraiment actuellement en usage vous savez qu'en l'anglais ne permet pas de distinguer langage et langue. Donc, le languaging a été traduit diversement en français. Enfin, Didier Bottineau avait essayé il y a une quinzaine d'années parlance, et puis il avait renoncé. Plus récemment, en 2017, il avait proposé l'engagement. Bon, je crois qu'il n'était pas absolument convaincu. Je ne vais pas me proposer aujourd'hui, donc excusez-moi, je reprendrai languaging, qui est le terme en usage, et y compris en français. Et donc, c'est à travers la notion de languaging que je vais aborder la question du langage et de l'énaction, et que je présenterai à grands traits, puis j'essaierai d'en mesurer des implications sémiotiques pour une théorie linguistique, puisque cette notion de languaging ne provient pas de la linguistique. Donc, en fait, dans la présentation, il y aura un premier temps de définition de notions importantes dans la perspective maturanienne ou varélienne, qui sont les notions de couplage, de communication linguistique et de languaging, au premier temps de la présentation. Et dans un second temps, j'en mesurerai quelques implications, 3 voire 4 en fonction du temps qui me restera. La première sur les modèles du signe
qu'implique un tel point de vue. La seconde sur les rapports entre activité de langage et langue qui peuvent être décrites dans ce cadre. Et une troisième sur la question du format des unités sémiotiques. Comment est-ce que la perspective du languaging permet de remettre sur la table la question du format des unités. Alors, quelques définitions pour commencer. On l'a vu, un couplage co-constituant du monde de l'extériorité, c'est une notion centrale. Donc là, pour les 2 ou 3 diapositives qui viennent, la plupart des citations proviennent de l'Arbre de la connaissance de Maturana Varela. Donc, en fait, il distingue ce qu'ils appellent des couplages de second ordre et des couplages de troisième ordre. Et c'est au niveau des couplages de troisième ordre qu'apparaissent les phénomènes sociaux. Et les systèmes sociaux sont les unités du troisième ordre. Au niveau du premier ordre, il y a les unités cellulaires à ontogénèse microscopique. Le couplage de second ordre crée des unités de second ordre qui sont des unités, des organismes métacellulaires à ontogénèse macroscopique, le chat, le lapin ou l'homme. Et quand ces organismes métacellulaires à ontogénèse macroscopique se couplent en coordonnant leur comportement, à ce moment-là, on parle de phénomènes sociaux. Et la définition dans ce cadre qui est proposée de la notion de communication, et là il y a une critique de la métaphore du canal et de la transmission d'un message d'un émetteur à un destinataire, dans cette perspective, on va définir comme communication, on dira que des comportements sont communicatifs lorsqu'ils se produisent dans un couplage social, ce couplage de troisième ordre, et il désigne par communication la coordination comportementale qui en résulte. Il précise, pour eux, un comportement dit culturel, en fait, est un comportement social qui a une stabilité transgénérationnelle, c'est-à-dire qui est transmis générationnellement, d'un comportement qui est acquis ontogénétiquement. Donc, la femelle macaque sur l'île japonaise qui lave ses pommes de terre, qui transmet cette pratique à la génération suivante, pour Maturana et Varela, c'est un comportement culturel. Et enfin, pardon, ils définiront comme linguistique un comportement communicatif, tel qu'on vient de le voir, ontogénétique, c'est-à-dire un comportement qui émerge dans un couplage structural d'unités du troisième ordre, mais qui est développé ontogénétiquement et pas phylogénétiquement. Et que l'observateur extérieur au couplage des unités peut décrire en termes sémantiques, ce qu'ils entendent par sémantique, c'est comme si ce comportement était guidé par une signification ou une intentionnalité, et pas simplement comme la perpétuation de la coordination des organismes en interaction. Et dans cette conception, les unités sémiotiques sont à la fois des instruments et des produits du couplage social des organismes. Peut-être qu'on peut lire cette citation en entier. Les comportements linguistiques humains sont en fait des comportements dans un domaine de couplage structural ontogénétique réciproque que nous autres êtres humains établissons maintenant comme le résultat d'une co-ontogénèse collective. Et en d'autres termes, quand nous décrivons les mots comme des instruments pour désigner des objets ou des situations du monde, en tant qu'observateur, donc extérieur au couplage, nous faisons une description qui ne reflète pas la condition du couplage structurel pour laquelle les mots coordonnent des comportements établis ontogénétiquement. Donc voilà, on peut résumer ça sur un schéma un petit peu d'étayage successif avec, sur le premier plan, les unités de premier ordre, etc., jusqu'en haut du schéma, les comportements linguistiques. Donc on voit que c'est bien sûr une théorie qui vise à décrire des comportements dits sociaux, voire culturels ou linguistiques, mais qui a une base, un fondement biologique. Notons aussi, c'est une particularité, que du coup le sens qui est donné au terme de linguistique chez Maturana et Varela n'implique absolument pas l'usage de langue humaine. Hein. Et dit linguistique, simplement une coordination de comportements ontogénétiquement développés. Et c'est sur cette base qu'ils vont introduire cette fameuse notion de languaging. Donc,
À ma connaissance, la première occurrence se trouve dans un article intitulé Biology of Language de Umberto Maturana. Je vous ai mis un extrait, et qui est repris, retravaillé de façon assez proche dans l'ouvrage de 94. Et en fait, ce qui caractérise le languaging, disent-ils, c'est quand on a une coordination de coordination. Donc les comportements, les comportements sociaux et linguistiques sont des coordinations comportementales, des systèmes qui sont couplés. Mais le languaging à proprement parler n'apparaît que quand il y a une récursivité de cette coordination, c'est-à-dire quand cette coordination est coordonnée. Alors voilà, c'est pas les passages les plus limpides peut-être de l'ouvrage, mais c'est quand même, enfin, il mérite, je pense qu'on s'y arrête. Euh, voilà ce qu'ils écrivent: dans le flot des interactions sociales récurrentes, le langage apparaît lorsque les opérations dans un domaine linguistique aboutissent à des coordinations d'action qui appartiennent au domaine linguistique lui-même. Autrement dit, les objets et le langage émergent comme des distinctions linguistiques, deux distinctions linguistiques. Autrement dit, il y a l'idée de récursivité ou de réflexivité, mais alors, je pense qu'ils ne font pas la distinction entre récursivité et réflexivité. J'essaierai de l'introduire, je pense que c'est nécessaire. Et il propose très peu d'exemples, en fait, de languaging comme coordination de coordination dans cet ouvrage, et on en trouve peu. Alors, il y a un article dont je vous recommande la lecture, de Vincenzo Raimondi, paru dans Intellectica en 2014, qui est dans la bibliographie de l'ouvrage, et dans lequel il s'essaye à proposer des définitions, des exemples, pas des définitions, mais des exemples de situations dans lesquelles on aurait du languaging. Le seul exemple qu'il y a dans l'Arbre de la connaissance, c'est Lucie, la femelle chimpanzé, qui, alors que ses maîtres s'en vont, est très inquiète, et elle va voir sa tutrice qui s'occupe d'elle, et elle signe Lucie pleure. Ils disent, Maturana et Varela, dans ce cas-là, Lucie fait du languaging. Sauf qu'évidemment, c'est un langage qu'on lui a appris, c'est un langage des signes, c'est descriptif et c'est pas une requête. Enfin, c'est tellement élaboré déjà comme exemple que c'est peu éclairant sur quels seraient les seuls, les exemples les plus élémentaires de cette situation de languaging. Alors, Raymond Guy en propose, on peut regarder quelques exemples. Il prend l'exemple du jeu entre une mère et son bébé qui se joue à se passer un objet, une poupée. Et donc là, vous avez un phénomène: je te passe l'objet, tu me rends l'objet, on se quitte l'objet. Et dit Raymond Guy, on est dans un cas de coordination simple. Il y a bien un couplage entre la mère et le bébé qui s'organise autour de la transaction de l'objet, mais ça a une coordination de premier niveau. On aura un comportement social, linguistique, mais pas du languaging, parce qu'il n'y a pas de récursivité. Imaginons maintenant la situation dans laquelle la mère cesse de jouer et l'enfant tend les bras pour initier le jeu de transaction. Dans ce cas-là, le geste produit par l'enfant peut être considéré comme visant à coordonner la coordination initiale qui concernait les deux entités. Dans ce cas-là, on aurait affaire à un comportement de languaging, puisqu'il y aurait une forme de récursivité. Et d'ailleurs, l'observateur extérieur pourrait réécrire ce comportement en disant c'est une requête, une demande de réinitiation du jeu. Alors, d'autres exemples qu'on peut essayer alors des exemples peut-être assez clairs, assez nets du phénomène. Ça peut être le clin d'œil, par exemple. Imaginez une baston de regard dans le métro, deux personnes se regardent et on ne se lâche plus des yeux. À ce moment-là, vous avez une coordination comportementale. Elle peut cesser, elle peut se... voilà. Et l'une des deux personnes peut faire un clin d'œil à l'autre. Ce qui est une manière, le clin d'œil est polysémique, une ouverture sémantique absolue, mais la signification minimale du clin d'œil, c'est justement de porter sur la coordination préalable. Et selon les contextes, le clin d'œil pourra dire plein de choses différentes. Ça pourrait être une tentative de séduction,
une tentative de cesser, de faire cesser cette coordination qui génère l'attention, peu importe. D'ailleurs, il y a un film, iRobot, un film de 2004, je crois, Oui. dans lequel des robots intelligents, le robot intelligent qui est une IA de type qui fait illusion, achoppe sur l'interprétation de ce signe. Ils ont retenu le clin d'œil comme signe que le robot n'arrive pas à comprendre, sauf à la fin du film. Bon, autre exemple encore plus simple, plus élémentaire de languaging, vous êtes face, deux voitures se font face, il faut passer, l'un fait un appel de phare à l'autre pour le passer. Typiquement, la coordination d'action, c'est se laisser passer. Le signal de l'appel de phare est exactement une coordination de coordination. Donc, ça signifie qu'on peut avoir du languaging, bien sûr, encore une fois, sans utilisation de langue naturelle. Ce que tu abordes, c'est plus la question du captage du regard. Mais ça, on peut faire avec un chat. Alors, c'est très fréquent. Et alors là, je ne pense pas qu'il y a une vraie coordination dans ces captages. Donc, les captages du regard avec des humains qui ont certaines capacités déjà entendues, c'est pas pareil qu'avec un chat. Ouais. Alors, en fait, ben justement, c'est mes exemples suivants. C'est intéressant de voir dans la communication interspécifique, il y a des exemples intéressants. Ça, c'est un exemple qui m'a été suggéré par Jean-François Gérard, qui est un collègue éthologue avec lequel on co-dirige le numéro à venir sur l'énaction des cahiers de sémantique des cultures. Imaginons un jeu entre un chien et son maître. Le maître lance le bâton, le chien va chercher le bâton, ramène le bâton. Le chien de Jean-François et le mien fait la même chose. Quand vous cessez de jouer, il ramène le bâton une dernière fois, et puis 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, il prend le bâton, il l'amène au pied. Donc, on a bien une histoire de couplage entre le maître et son chien. Il y a une histoire interactionnelle, et à un moment donné, le chien effectue un acte initiatif, on dirait en analyse conversationnelle, c'est un acte initiatif qui, comment l'interpréter? Enfin, en tout cas, il colle bien avec la définition de cette définition de coordination, de coordination. Avec le chien, oui, mais pas avec le chien. Alors, avec les chats, c'est plus compliqué. Avec les chats, c'est plus compliqué. Un autre exemple avec le chien, un chien qui est à l'intérieur d'une maison veut sortir dans le jardin. Il s'agite devant la porte. Puis, un chien, il s'éloigne de la porte pour rejoindre son maître dans une autre pièce et il aboie. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du lieu qui est le lieu d'accès à l'extérieur pour aller chercher son maître. Et là encore, l'histoire interactionnelle des deux individus, c'est bien une histoire notamment, qui est liée, le maître est l'entité qui donne accès à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, dans ces cas-là, on peut encore considérer que ça satisfait à la définition qui est ainsi proposée. Ce qui paraît évident, en fait, comme distinction, c'est que dans le cas de ces formes élémentaires de languaging interspécifique qui mettent en jeu des animaux non humains, c'est que il n'y a pas un répertoire de formes et d'unités spécialement dédié à cette coordination d'action. Ce sont les comportements de premier niveau qui sont réutilisés comme régulateurs du comportement par des phénomènes on a la même chose dans les relations, enfin dans la communication humaine, c'est-à-dire que des marqueurs, typiquement, dans l'analyse conversationnelle, on considère que pour la gestion de l'alternance des tours de parole, la concomitance de facteurs comme l'abaissement de l'intensité de la voix, la pause, évidemment, sa durée, et le retour du regard sur l'allocuteur sont un faisceau d'indices permettant d'indiquer à l'allocuteur qu'il va pouvoir prendre la parole. Ce sont des paramètres qui permettent de gérer cette alternance. Donc là, on est dans une coordination de premier niveau, pardon, de second niveau. Il y a à gérer l'alternance des tours de parole. C'est une coordination de premier niveau. Certains paramètres prosodiques, gestuels, posturaux, de regard permettent de gérer cette alternance. Donc, c'est bien une coordination de la coordination de premier niveau. Mais on voit que si, par exemple, vous ne m'écoutez pas et que
je pose sur vous un regard insistant et que je me tais, le balayage du regard, le silence, l'éventuel abaissement de l'intensité de ma voix ne vont plus être de simples régulateurs de la, enfin, de la coordination de premier niveau, mais vont être souvent par amplification thématisées comme des unités proprement régulatrices. Et c'est ça, sans doute, la différence avec les animaux non humains, c'est que l'homme focalise, l'humain focalise certains aspects des signaux de la coordination et arrive à les extraire du domaine consensuel dans lequel ils sont employés pour en faire des unités sémiotiques. Mais j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire ensuite. Il me reste Il te reste un quart d'heure. un quart d'heure. Jusqu'à 20 minutes. Si tu 20 peux minutes. arrêter à 19 heures, ça serait bien. Ok. Pour permettre aux gens à distance Je vais mettre... aussi d'intervenir. Ok. Alors, bon, euh, du coup, je passe à la seconde partie sur les implications plus directement sémiotiques du point de vue énactif. La première remarque qu'on peut faire, c'est le fait que une telle approche insiste sur la valeur interactionnelle et indexicale des unités plutôt que sur leur valeur référentielle. Donc là, il y a même si c'était pas comment dire que c'était pas le propos principal et initial de Maturana et Varela, mais la, la conception référentielle du signe comme renvoyant par l'intermédiaire des concepts à des choses ou à des états de choses qui a dominé la pensée occidentale depuis, mettons, le Périherménéas d'Aristote jusqu'à mettons Ogden et Richards, cette conception référentielle des unités sémiotiques est complètement secondarisée au profit de la fonction coordinationnelle des signes. Donc voilà ce que disent Maturana et Varela. Le langage n'a jamais été inventé à seule fin d'enregistrer et de redire un monde extérieur, donc il ne peut être utilisé comme un instrument pour révéler ce monde. C'est plutôt en langageant que dans les coordinations comportementales que sont le langage, l'acte de connaître fait émerger un monde. Et une autre citation de Matournon, mais je passe vite, celle-ci est intéressante parce que c'est Raymond Guy, toujours dans la critique de la conception référentielle du signe, dit que donc, dans ce point de vue du languaging, les objets sont continuellement enactés dans notre opération de couplage, dans les circonstances de notre mode de vie humain. Les objets n'existent que par le languaging et comme tels relèvent uniquement de celui-ci. Là où il n'y a pas de coordination récursive, consensuelle. Alors, comme dans les interactions d'autres espèces, et là peut-être qu'on pourrait en discuter, enfin, tous les éthologues ne seraient pas d'accord avec cette incise, il n'y a pas d'objet. C'est pourquoi, en accord avec l'approche wittgensteinienne, on affirme qu'il n'existe pas de problème originaire de rattachement du languaging aux objets. Nous ne recourons pas au langage pour signaler des entités qui existeraient en tant que telles en dehors de notre opération récursive. Les objets s'établissent grâce au flux d'opérations interreliées qui ont été conservées de manière transgénérationnelle et qui sont continuellement énactées par les individus qui le réalisent. Et la citation de Maturana précédente dit à peu près la même chose, mais je vous laisserai la lire. Et évidemment, ce à quoi on pense comme modèle du signe suggéré par l'approche du languaging, c'est évidemment toute une autre tradition, plusieurs autres traditions d'ailleurs, mais peut-être la plus immédiate et les plus évidentes, c'est les approches interactionnelles du type de celle de Vygotsky ou Voloshinov. Là, je vous ai proposé deux définitions du signe dans Marxisme et philosophie du langage de Voloshinov. Et en fait, il y a des échos extraordinaires avec
l'approche inactive. Et d'ailleurs, ça a été bien sûr remarqué. Il y a une forte compatibilité. La signification et l'effet de l'interaction du locuteur et du récepteur s'exerçant sur le matériau d'un complexe sonore donné. C'est-à-dire que l'une des implications sémiotiques, c'est un autre modèle du signe qui doit faire droit au fait que le signe, avant d'être quelque chose qui renvoie à un objet du monde, c'est une modalité de relation au sein d'une relation interactionnelle, interlocutive. Il y a bien sûr des nuances à établir. C'est également ce que dit Raimondi dans la première citation. Les signes, les ressources sémiotiques sont des éléments de coordination et non des symboles. La signification des signes et leur enchaînement, tout comme la raison d'être de ce que nous, en tant qu'observateurs, distinguons comme une unité discriminante dans le flux de l'interaction, consiste dans l'orientation qu'ils produisent, dans la coordination au sein de laquelle ils font leur apparition. Et d'ailleurs, parmi les linguistes qui plus récemment se sont appuyés sur la notion de languaging, plus généralement sur la notion d'action, il y a une place importante. J'ai donné deux exemples. Un exemple, le premier, c'est Daniel Rouland, qui définit le signe en partant dans une perspective plutôt kugelienne, mais exactement voilà ce qu'il dit. Nous posons qu'une langue est un système et qu'elle se construit sans cesse sur une relation réplicationnelle que nous appelons la relation interlocutive. Chaque signe est défini comme un mode de coordination dont la base est la relation entre deux positions interlocutives. Et dans un cadre théorique complètement différent, je trouve que aussi la redéfinition du modèle du signe que François Rastier a proposé notamment en 2018 dans Faire sens de la cognition à la culture, qui met la relation signifiant-signifié sous la réaction de la relation point de vue garanti, selon des modalités que je n'aurai pas le temps de développer ici, témoigne, à mon sens aussi, même si ce n'est pas dans une perspective explicitement inactive, témoigne du même souci de réinternaliser dans le modèle du signe des paramètres de la communication qui étaient auparavant extérieurs, puisque le signe était dans le modèle de la Vulgate du cours de linguistique générale, constitué d'un signifiant et d'un signifié, puis tout ce qu'il y avait autour, c'était extérieur au modèle du signe. Peut-être que le premier modèle, en fait, pré-énactif, qui internalise les pôles de l'émetteur et du destinateur dans un modèle du signe, c'est celui de Karl Bühler, qui en 1934, dans son fameux modèle, propose effectivement d'intégrer dans le modèle du signe. C'était un progrès extraordinaire par rapport à ce qui était proposé auparavant. Et Jacobson, évidemment, va se revenir un peu en arrière en ressortant ce qui pourtant devrait être intégré dans un modèle sémiotique. Et ce qui va avec ce besoin de proposer un modèle du signe qui immédiatement intègre les coordonnées interactionnelles, interlocutives, c'est la valeur qu'on peut appeler indexicale ou situationnelle de ces signes, c'est-à-dire que des notions comme celle de signe, comme celle de signification s'appliquent à une situation d'un organisme dans une situation particulière et ne peuvent pas être hypostasiés dans une forme extraite et arrachée à son contexte. Donc, vous avez deux citations qui disent bien cela, je trouve, et que j'ai emprunté un ouvrage assez récent de 2018 de Ezequiel Di Paolo, Anne de Jager et Carla Koufari, je crois, Linguistic Bodies, qui développe le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le sense making et qui s'inscrivent directement dans la continuité d'une approche inactive. Et donc, c'est toute la situation qui doit être prise en compte et d'imaginer que le sens réside dans une des parties de ce couplage entre l'organisme et son environnement est une erreur, le même type d'erreur que celle d'imaginer que la vitesse d'une voiture
peut être localisé dans son moteur. Et ça, c'est une autre, peut-être si on a le temps dans la discussion, je reviendrai sur cette citation, mais je vais passer assez vite. Deuxième implication, donc pour résumer, hein, ce premier plan, cette première implication sémiotique, c'est, on va dire, d'abord, ça éveille beaucoup d'échos avec des conceptions interactionnelles du signe. La deuxième implication, c'est la relation entre cette activité de languaging et les langues. Cette fois-ci, les langues parce que le languaging, c'est pas simplement cette activité de coordination, c'est aussi la production même de l'instrumentalité sémiotique. Donc, la languaging est production de la langue, au sens de ressources mobilisées dans la coordination interlocutive, par la langue, au sens de productivité immanente à l'activité de parler. Et là, il y a des analogies et des affinités avec Humboldt, bien sûr, et cette notion d'énergeia humboldtienne qui a été reprise notamment par Coseriu. Et c'est intéressant de voir que chez Coseriu, dans le structuralisme dynamique de Coseriu, il y a vraiment et aussi des énoncés qu'on pourrait presque imaginer trouver sous la plume de linguistes ou de spécialistes des sciences cognitives qui traitent du languaging. Le danger de considérer les langues déduites de l'activité de parler et objectivées afin de les étudier comme des produits statiques et de perdre de vue le langage comme production. De là que parler soit souvent conçu comme la réalisation occasionnelle des langues et non pas comme production et élargissement du langage. Or, l'activité de parler a lieu dans le cadre de règles, mais elle est aussi et en même temps la production même de ces règles, si bien que la description d'une langue peut faire plein droit au fait que cette langue est un système pour créer et non pas un simple produit instrumental de la communication. Et le danger de ne considérer ces unités que comme des produits, les unités sémiotiques comme des produits, c'est celle évidemment de leur réification en un répertoire de formes faisant oublier l'activité qui les a suscitées. Et on voit de ce point de vue tout ce qui éloigne une approche inactive, une approche logico-grammaticale. Du point de vue de l'activité linguistique, l'activité praxéologique impose à la description de ressaisir toute unité comme l'expression d'une relation entre au moins deux positions coordonnées, à minima ces deux positions interlocutives, et le produit réénacté à chaque emploi d'une activité de forge sémiotique qui se routinise dans le cadre de domaines d'emploi qui sont liés à des spécialisations, des interactions sociales dans les différents genres de l'activité. Et là encore, on trouve des choses, par exemple, chez Pearl-Linol, dans sa conception dialogique du signe, qui dit très clairement, et c'est parfaitement compatible avec le point de vue causérien et inactif, nous n'avons pas d'abord une grammaire a priori à partir de laquelle nous allons commencer à construire des énoncés en accord avec cette grammaire. Nous sommes immédiatement immergés dans le languaging à travers lequel se routinisent et émergent des unités progressivement. Alors, je dis ça par parenthèse, mais c'est important, j'aurais dû le dire avant. Il y a tout un courant plus récent chez des auteurs comme Coe, dans ce qu'on appelle l'approche distribuée, chez Coe, Thibault, qui emploie le terme de languaging, mais le terme en vient à perdre son sens précis de coordination pour ne plus désigner que l'activité de langage de manière beaucoup plus générique. Hein. Et donc, quand on lit ces textes, il faut toujours se demander est-ce que languaging est pris au sens strict de Maturana 78 ou Maturana Varela 94, le sens sur lequel insiste Raymond Guy dans son article 2014, ou bien est-ce que c'est finalement l'activité de langage de manière beaucoup plus ouverte, plus floue aussi. Par exemple, la distinction que Thibault, dans son article 2011, fait entre languaging de premier ordre et langage de second ordre
dans le languaging de premier ordre, il ne vise à décrire que des synchronisateurs de la relation, mais de manière indépendante de la récursivité, coordination, coordination. Donc, il me semble qu'il y a là, dans les usages, une dizaine d'années du terme, voilà, une généricité un peu bien commode, par ailleurs. Donc, j'ai essayé un petit tableau de synthèse pour cette question. Donc, comme tout tableau, il est c'est un peu scolaire et peu dialectique, mais bon, ça permet de fixer les idées. Donc, pour une approche de type logico-symbolique ou logico-grammatical, la langue est un ensemble de symboles et de règles, de combinaisons de ces symboles, alors que dans la perspective inactive, pardon, la langue, ce sont des régularités émergentes dans l'activité linguistique qui peuvent être décrites comme, par exemple, des attracteurs dans un système dynamique. C'est ce que propose Thibault dans son article 2011. Pour la perspective logico-grammaticale, la langue est un instrument de représentation, alors que, on l'a vu, hein, la langue est une modalité de coordination dans la perspective inactive. Pour l'une, c'est la question de la référence qui est centrale. Pour l'autre, on pourrait dire c'est la question du sens. Les niveaux privilégiés, en tout cas les objets empiriques d'analyse privilégiés ne sont pas les mêmes. Dans un cas, c'est le mot ou la phrase ou l'énoncé. Dans l'autre, j'ai indiqué la période ou le paragraphe des énoncés, mais si on n'est pas dans une perspective textuelle mais interactionnelle, c'est l'unité, c'est évidemment toute la situation. La problématique est celle de l'action efficace et évidemment, il y a la récusation de la partition syntaxe sémantique pragmatique pour des approches plus intégrées. Troisième point qu'on pourrait discuter, la question du languaging et du meta-languaging. En fait, la question, c'est quelles sont les conditions et les modalités d'apparition d'une attitude métalinguistique ou plus généralement métasémiotique. Didier Bottineau proposait de distinguer un languaging de premier ordre comme activité des locuteurs, activité non thématisante relativement aux ressources linguistiques, et un languaging de second ordre qui correspondrait à la description linguistique. Voilà ce qu'il écrit: la pratique de la linguistique est un languaging de second ordre restreint et contraint par ses propres règles de choix thématique et de procédure discursive, et il est relatif au languaging de premier ordre, celui que pratiquent, comme tout le monde, les linguistes quand ils parlent d'autre chose que du langage. Ou finalement, quasiment un équivalent, ce qu'on appelle communément le langage et le métalangage. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce premier ordre au second? Et c'est là, je pense que je terminerai là-dessus. Je pense qu'il peut être intéressant de distinguer différents niveaux de récursivité, de focalisation et de réflexivité. En fait, c'est une petite proposition de distinguer trois ordres de languaging. Le languaging de premier ordre qui correspondrait à la définition que l'on a vue, c'est-à-dire la coordination de coordination. Et ce premier ordre de languaging peut s'observer à minima dans des interactions interspécifiques humaines et des animaux non humains. C'est l'exemple du chien qui rapporterait son bâton. Mais c'est également le cas de nos interactions communément orchestrées, régulées par tout ce que l'analyse conversationnelle a décrit depuis des années, qui peut tout à fait être repris dans ce cadre-là. Le languaging de second ordre renverrait à des focalisations d'unité. C'est l'exemple que j'ai évoqué précédemment en prenant les marqueurs prosodiques, posturaux et gestuels du regard, de la voix qui baissait pour gérer l'alternance des tours de parole, c'est-à-dire des situations dans lesquelles des signaux du languaging de premier ordre sont focalisés, amplifiés et deviennent, en fait, d'un point de vue gestaltiste, deviennent des formes saillantes dans la régulation et ne servent plus simplement une fonction de synchronisation comme le languaging de premier ordre,
mais une fonction de régulation. Et avec la focalisation et la fonction de régulation vient tout ce qui a trait à la virtualité et à la normativité. C'est-à-dire que si je m'arrête sur une unité, enfin, si je j'énacte une unité en amplifiant une modalité coordinationnelle du premier niveau, c'est parce que j'imagine que les choses auraient pu ou dû être autrement. Donc c'est la dimension paradigmatique, la virtualité, c'est l'actuel du virtuel qui devient à ce moment-là présent, et niveau auquel donc, on pourrait faire intervenir et décrire les notions comme celle de valeur au sens saussurien. Et le languaging de troisième ordre, qu'on pourrait appeler thématisant, c'est celui dans lequel il y a non seulement focalisation sur une forme qui devient une candidate à la sémiotisation et au statut d'unité. Ça, c'est la focalisation, languaging de second ordre. Dans le troisième ordre, l'unité est thématisée, on peut en prédiquer quelque chose, et on est plus précisément au niveau métalinguistique, c'est-à-dire un niveau de logique, un niveau de récursivité, mais logique. Et avec ce language de troisième ordre viendrait la thématisation, la prédication, l'explicitation, et le fait qu'on puisse parler des signes pour les définir. Donc, on peut avoir du languaging du troisième ordre, évidemment, dans des linguistiques populaires, pas forcément des linguistiques scientifiques. Voilà. Et, bon, et du coup, je m'arrêterai là. Mais le dernier point, c'était de parler de méta-languaging, ou comme le disait un peu facétieusement Didier Bottino, de pata-languaging, pour poser des questions comme celle, précisément, des formats des unités qu'on extrait des situations dans lesquelles elles sont prélevées, du statut du mot en linguistique aussi. Mais voilà, je m'arrête là. Donc, il y a quelques bibliographies, quelques références bibliographiques. Voilà, mais je vous remercie. Et on peut discuter.